Bonjour à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. 4 semaines, c'est donc le délai qui nous sépare de la vie d'après, si tout va bien. 4 semaines de confinement avec les enfants à la maison, le couvre-feu à 19h et les rideaux tirés des restaurants. C'est déprimant, c'est rageant, c'est démoralisant, c'est triste. Mais il y a pire qu'être confiné pendant 4 semaines, être confiné avec Maxime Dupuis. Aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée pour sa femme et pour sa fille. Toujours les mêmes journées. À midi, s'infliger une salade sans sauce et du pain en graines pour un impossible summer baby. Et le soir, un burger mayo ketchup parce que finalement, la salade, ça n'a pas suffi. Toute la journée avec du YouTube dans les oreilles à vous en dégoûter, puis la vision d'horreur, ce survêtement trop large avec ses chaussettes dépareillées. Maxime se laisse aller. Une douche toutes les 13 du mois, alors j'en appelle à Jean Castex. Sortez-le de là. Sa femme et sa fille ne tiendront pas bien plus longtemps. Heureusement, le FC Stream Team est là pour leur offrir 30 minutes de répit. Comment ça va, cher Maxime Dupuis? Écoute, ça va Martin. Alors ce qui m'inquiète un peu dans ton petit descriptif, c'est qu'il y a... C'est que tout est vrai? Non, justement, il y a un tout petit peu de vrai. Ah non, il paraît que tu mets pas de survêtements. À toi, il paraît que tu mets pas dessous vêtements. Ah non, mais ça jamais, confinement ou non d'ailleurs. Non, mais il y a un peu de vrai, et notamment pour l'histoire de la salade et du burger. Mais tu as oublié que justement, s'il y a salade le midi, à 2h30, je suis dans le placard en train d'aller chercher des gâteaux. Ça, c'est sûr. Et avec la tartine de Nutella, voilà. Donc à peu près tout le contraire de ce qu'il faut faire. Ah, exactement. Mais ça résume bien ton régime alimentaire, Maxime. C'est ça. Mais non, c'est une question d'équilibre en fait. La privation, ça sert à rien parce que tu es frustré. Tu vois, tu es frustré si tu es privé. Donc je préfère y aller en équilibrant. Un coup moins, un coup beaucoup, un coup moins, un coup beaucoup. Et à l'arrivée, ça fait un truc équilibré. Et voilà, ça donne un athlète. Les petits conseils de Maxime Dupuis si vous voulez être fin prêt pour les plages cet été, si tant est qu'on puisse aller sur la plage. On espère quand même. Alors Maxime, aujourd'hui, on va parler de 3 sujets, comme d'habitude. On va démarrer avec Kylian Mbappé et son petit... On va se demander si c'est un coup de sang ou un coup de pression. Ce qu'il a dit au micro d'RTL après le dernier match des Bleus, quand il a dit qu'il en avait un petit peu marre d'être critiqué, que ça pourrait jouer sur son avenir au Paris Saint-Germain. Ce sera la première partie de cette émission et on verra que, malgré tout, Maxime, quand on est un grand joueur, on se fait souvent critiquer. Deuxième sujet, Maxime, on parlera équipe de France, encore une fois. Oui, on parlera équipe de France. Vous le savez, c'était le dernier match des Bleus avant la liste, ce déplacement en Bostie. On va vous demander tout simplement, on vous a demandé, sur eurosport.fr de faire votre 11 de départ parfait pour les Bleus. On va donner les résultats ici et on va évidemment commenter votre compo qui, spoiler, nous paraît très, 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 très offensif tout de même. Ouais, un peu trop offensif, mais c'est souvent comme ça avec le vote des internautes. Et on terminera avec Erling Haaland. Quel avenir pour Erling Haaland? Hier, il y a Mino Raiola et le papa qui se sont fait un joli petit tour de l'Europe quand nous, on a un rayon de 10 km. Eux, c'est pas 10 km le rayon, hein, ça je peux vous le dire, c'est une certitude. Ils sont allés à Barcelone, à Madrid, là aujourd'hui ils sont en Angleterre. Ils discutent à peu près avec tous les clubs qui ont les moyens de s'offrir le buteur norvégien. Et nous, on se posera la question, quel est le meilleur point de chute justement pour Erling Haaland? Est-ce qu'on fait un spoiler ou pas? Non, pas de spoiler, il faudra rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et quelle empreinte carbone aussi pour Papa Hollande et Mino Raiola. Ça, on n'en parle pas assez. Désolé, mais on n'en parle pas assez. Allez, on va démarrer avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a donc confié à nos confrères de RTL qu'il en avait un petit peu marre d'être critiqué, qu'il en avait un petit peu marre qu'on parle de lui. Son excuse, c'est de dire qu'il était joueur du Paris Saint-Germain, qu'il est joueur du Paris Saint-Germain et donc de l'équipe de France, et donc qu'il subissait un petit peu plus de critiques que ceux qui jouaient à l'étranger, et que ça pourrait avoir une incidence sur son avenir. Alors Maxime, est-ce que c'est juste un coup de sang de Kylian Mbappé ou est-ce que c'est un coup de pression en direction des médias, mais aussi du Paris Saint-Germain? Alors pour moi, je pense que c'est un coup de sang qui se transforme un peu en coup de pression. Pour faire simple, on va résumer, il faut toujours recontextualiser tout ça. Mbappé joue contre l'Ukraine sur le côté gauche, il n'est pas très bon, voire même moins que ça. Il entre en jeu au Kazakhstan, il n'est pas très bon, il rate un penalty, il oublie Lemar, c'est pas terrible. Et puis en Bosnie, dans l'axe, il n'est pas très bon non plus. Donc en fait, il vient de passer une semaine internationale assez cataclysmique à son échelle. Oui. 3 matchs ratés, c'est beaucoup. Didier Deschamps a dit qu'il savait, il lui en a parlé d'ailleurs, Didier Deschamps a aussi dit il se rend compte qu'il n'en a pas assez fait. Enfin, tout le monde le sait, et je pense que le premier à le savoir, évidemment, c'est Kylian Mbappé, qui est jeune et qui est très intelligent, et qui a conscience de ce qu'il fait bien et ce qu'il fait de moins bien. Donc je pense que
dans le contexte, quand notre confrère d'RTL lui pose ces questions-là après le match contre la Bosnie, bah, il est tout simplement déçu. Il est frustré aussi parce que souvenez-vous du mois de février, c'est quand même le Barça, c'est quand même ensuite il y a le match contre Lyon en championnat en mars. Donc c'est quand même un mois où on se rassure sur Mbappé après un début de saison qui était compliqué. Même lui disait qu'en janvier c'était difficile, qu'il n'était pas au niveau physiquement notamment. Donc on se dit c'est reparti. Et là l'équipe de France, on attendait la fin du triptyque, dire après le club en Ligue des Champions en championnat, il y aurait eu l'équipe nationale et ça s'est pas bien passé. Et évidemment l'équipe nationale c'est une loupe grossissante. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en gros. Il a fait un petit coup de chantage affectif pour faire simple, c'est-à-dire qu'en gros, moi je fais l'effort de rester en France alors que les autres sont à l'étranger, c'est plus dur, en gros ça donne un peu l'impression il faudra un peu me ménager parce que je suis bien sympa d'être au PSG. Donc je pense Là, que là, il se trompe. Ouais, et puis non mais surtout, tout simplement, je pense que là c'est vraiment, connaissant le personnage, c'est que c'est sous le coup de la déception simplement. Mais maintenant, tu l'as dit, je vais t'offrir une passe décisive. C'est un coup de sang sur le coup, parce que je pense que c'est simplement l'orgueil qui est touché. Il est vexé de ne pas avoir été bon, et ce qui peut se comprendre, et c'est bien d'avoir de l'orgueil. Et ça se transforme finalement en petit coup de pression, parce que il laisse dire que finalement, c'est peut-être ça qui pose problème, et peut-être que rester en France, ça sera peut-être pas la bonne idée à l'avenir, parce que ça lui met trop de pression, entre guillemets, on le critique trop. Et c'est assez contradictoire après ce qu'il avait dit face au Barça. Souvenez-vous de cette phrase après son match exceptionnel. La question revient aussi, est-ce que c'est du genre de prestation qui pourrait donner envie de prolonger au PSG tout de suite? Il dit, il serait stupide de se prononcer après un match. Et bien là, ce qu'il a fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il a fait l'exact inverse, mais en gros, 2-3 matchs pas terribles, il dit ouais, ça pourrait faire réfléchir. Voilà, je pense encore une fois que c'est pour moi vraiment du ressenti, le coup de la déception. N'empêche que Martin, je te vois venir, il y a quand même finalement un petit coup de pression sur le PSG qui se dit attention, faudrait pas le perdre à cause de ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle une passe décisive de 250 mètres. Ah, c'est une longue ouverture. C'est une longue ouverture, oui. Moi, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas quelque chose de réfléchi derrière. Parce que quand on connaît un petit peu le jeune homme, c'est pas sûr que ce soit improvisé. Alors peut-être qu'il le dit sous le coup de l'émotion, mais il y a quelque chose derrière quand même et il y a un message qui fait passer. Il faut se souvenir de 2019, les trophées UNFP, il est élu meilleur joueur de Ligue 1. Il dit il est temps pour moi d'avoir des responsabilités, de nouvelles responsabilités ici ou ailleurs. C'est un petit combat avec le PSG pour avoir en gros les mêmes prérogatives que Neymar, alors que c'est lui qui venait d'être élu meilleur joueur de Ligue 1. Là, il prépare le terrain où il met la pression en fait du côté du Paris Saint-Germain avec cette déclaration qu'il a fait après son match en Bosnie. Mbappé, c'est quelqu'un de trop intelligent, qui est aussi trop bien entouré pour se laisser aller à ses émotions brutes. Peut-être que c'est pas la façon dont il aurait aimé le dire, peut-être que c'est pas le moment où il aurait aimé le dire, mais je pense qu'il y avait quand même un souhait de mettre ça sur la place publique. Et puis c'est pas un moment anodin, hein. C'est un moment où il est en pleine négociation de contrat de prolongation avec le Paris Saint-Germain, où il y a à peu près l'Europe entière qui lui tourne autour, notamment le Real Madrid. C'est ce que je dis, soit il prépare le terrain à un départ, ça ferait un argument de plus pour aller voir ailleurs, soit il met clairement, aux yeux de tous, la pression sur le Paris Saint-Germain. En disant bah voilà, je suis bien gentil de rester, voilà, en plus c'est difficile pour moi de rester, donc aligner un peu les pépettes. Mais moi ce qui me pose problème, c'est que c'est maladroit, parce que ce qu'il raconte c'est faux. Évidemment qu'on est plus exigeant et critique avec lui, mais parce que lui-même il est exigeant et critique avec lui-même, et parce qu'il fait partie de ces joueurs là avec lesquels on se doit d'être extrêmement exigeant et extrêmement critique, parce que si on n'est pas avec eux, bon, on est avec personne. On peut passer certaines choses à des joueurs qui ont un peu moins de talent, à des joueurs qui sont un peu plus inconstants, des joueurs qui se révèlent sur le tard, je sais pas. Mais lui, il est programmé pour être le meilleur joueur du monde. Et donc, on le juge en tant que tel. C'est aussi simple que ça. Et un meilleur joueur du monde. Imaginez si un Messi, un Ronaldo ou je ne sais qui avait fourni 3 prestations telles que celle-ci avec l'Argentine ou le Portugal, il se serait fait dézinguer. Ah, Messi, ça lui est déjà arrivé, hein. Bah oui, mais si ça lui est déjà arrivé. Donc, ouais. Non, mais exactement. En fait, pour revenir à ce que tu dis, je suis un peu d'accord. C'est un garçon hyper réfléchi, tout ça. Mais ce qui me fait dire qu'elle est un peu, c'est une déclaration un peu sur l'orgueil et sous le coup de la déception, c'est que finalement, elle n'a pas de sens cette déclaration-là.
Ça n'a aucun sens, exactement. Qu'est-ce qu'il demande aux journalistes ou à la presse? C'est-à-dire, critiquez-moi moins, sinon je m'en vais du PSG en substance. Oui. Bah, ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça que ça fonctionne et je ne vois pas comment. Sinon, c'est dire que tous les journalistes sont j'allais dire Des des sbires du pro-parisiens. PSG, des pro-parisiens, propagande parisienne. Ah non, évidemment que c'est pas possible et lui-même le sait. Ça, pour moi, ça trahit simplement une frustration de dire: «Ah, je m'en prends pas la poire» et comme tu l'as dit, voilà, il faut le dire, ça sera pas mieux ailleurs. Est-ce qu'il pense Ce sera pire. qu'en étant, par exemple, on imagine qu'il soit en Espagne, il pense qu'après 2 matchs ratés avec Mundo Deportivo ou Marca, il va pas en prendre plein la poire. Regardez Zidane, il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur. À tous les mois de septembre, on lui dit qu'il va se faire virer, en gros, tout simplement. Je veux dire, c'est fois 1000 et c'est toujours un défaut. C'est marrant, quand les joueurs partent à l'étranger, il y a toujours deux choses qui reviennent. C'est d'abord, avant de partir, c'est ici on est maltraité, donc on va aller ailleurs. Et quand ils partent à l'étranger, ils se rendent compte qu'ils travaillent plus. Vous pouvez regarder n'importe quel joueur, c'est toujours la même chose à dire ça. Et maintenant, de penser qu'en étant à l'étranger, loin de France, il aura moins de pression et on le traitera mieux, entre guillemets, bah c'est faux. On a des exemples sur des glorieux anciens. Prenez le cas de Michel Platini. Michel Platini, il joue à la Juve depuis 1982 quand il arrive là-bas, 82-87. Et Platini, imaginez ce que c'est la pression en Italie d'être Michel Platini à l'époque, de devenir presque instantanément le meilleur joueur de la Juventus de Turin. Lui, il disait un truc, en gros, il disait... C'était presque ses respirations en équipe de France qui lui faisaient du bien. Et dire, quand il retournait là-bas, il dit, voilà, j'ai dû gagner avec vous les Français, faut que je retourne là-bas. Et là-bas, ça va être encore pire parce que c'est l'école de la gagne, etc. Donc c'est difficile aussi. Comment dire, pas Zidane, mais Platini répondait avec du piquant quand il qualifiait les Bleus pour les Coupes du Monde. Il allait voir les journalistes, il disait bah, vous pouvez remercier l'agence de voyage Platini qui vous emmène au Mexique. Voilà. Il faut aussi jouer avec ça et avoir le recul. Et surtout, je pense que Mbappé, il est peut-être encore un peu jeune pour ça, mais il aura ce recul-là, de pouvoir prendre du recul et essayer de voir les critiques d'un peu plus haut, parce qu'on sait tous ce qu'il vaut. On va prendre l'exemple Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, aujourd'hui, c'est très simple de le voir comme le meilleur joueur français ou le deuxième meilleur joueur français de tous les temps avec Platini. L'Euro 96, il passe à côté. Je peux vous dire qu'il est remis en cause comme pas possible parce qu'il a fait un Euro pas terrible. Et lui, il avait un argument de poids pour avoir raté son Euro. C'est qu'il avait eu un accident de voiture à Bordeaux juste avant la compétition. N'empêche qu'après ça, les questions se posaient, dire mais est-ce que c'est lui vraiment qui nous amènera au sommet? Coupe du Monde 98, il se fait expulser contre l'Arabie Saoudite, il en prend plein la poire dans la veine d'Aimé Jacquet, de cette équipe qui ne gagne pas, qui ne plaît pas, et il a fait une énorme connerie dès le deuxième match, alors qu'il y avait, je crois, peut-être pas 3-0, où il y avait 2-0, l'équipe de France était en huitième de finale, donc voilà, c'est une énorme connerie, et plus proche de nous, toujours Zinedine Zidane, 2006. Avant la compétition, vous pouvez aller feuilleter tout, vous pouvez même aller voir sur Eurosport.fr à l'époque, la question se pose, on sait qu'il va partir à la retraite, il a fait une fin de saison avec le Real qui n'est pas terrible, on se pose la question simplement de dire, est-ce qu'on ne serait pas meilleur sans Zidane? Voilà, c'est tout le temps comme ça, il faut accepter ça quand on est un grand joueur, et un grand joueur, on en a un aujourd'hui, c'est Antoine Griezmann, et lui aussi, il ne passe pas à travers les gouttes, tout le temps. Ah non, il passe pas à travers les gouttes. Je vais prendre deux exemples sur Antoine Griezmann, qui aujourd'hui est beaucoup moins contesté. Tout le monde sait que c'est le patron de cette équipe de France. Aujourd'hui, champion du monde, meilleur buteur de l'Euro 2016. Mais après France-Roumanie, donc premier match de l'Euro 2016, et ben il y a le grand quotidien sportif, l'équipe, qui fait sa une, l'inquiétude Griezmann. Et il avouera après, je crois que c'est au mois de novembre, il avouera, il dira oui, ça m'a fait chier parce qu'il trouvait pas ça juste comme traitement. Parce qu'il y avait eu juste un match après la Roumanie, mais il s'était fait désosser. Plus proche de nous encore, hein, alors qu'il termine meilleur buteur de l'Euro, que c'est le meilleur joueur de l'Euro 2016, en 2018, après France-Danemark, donc après la phase de poule de l'équipe de France. C'est pareil, Griezmann, il se fait dézinguer par la presse. Et il y a un vrai débat qui démarre à ce moment-là, c'est est-ce qu'il ne faut pas titulariser Nabil Fekir, qui a fait une entrée honorable, enfin qui a un peu secoué le cocotier. Qui tire une fois au but. Qui tire une fois au but lors France-Danemark. Et il y a déjà plusieurs personnes qui se demandent, voilà, est-ce qu'il ne faut pas mettre Griezmann sur le banc? C'est une question qu'on se pose. Comment il réagit, Griezmann? Il fait but ou passe décisive en huitième, en quart, en demi et en finale. Donc c'est de ça dont doit s'inspirer Mbappé. Plutôt que de souligner ces critiques-là, plutôt que de s'en plaindre, qu'il fasse un énorme Euro, qu'il fasse ou qu'il fasse une super fin de saison avec le Paris Saint-Germain. La réponse de Griezmann sur le terrain au Mondial 2018, elle est parfaite, ou à l'Euro 2016 d'ailleurs. Ouais, et puis au fond, Griezmann, il a toujours évolué à l'étranger. Depuis qu'il est au Barça, j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup soutenu par la presse française. Dans la course au Ballon d'Or 2018, honnêtement, j'entendais plein de voix en France. Il serait espagnol.
on aurait tous roulé pour Griezmann dans la course au Ballon d'Or 2018. Là, bah ouais, Modric, etc. J'ai l'impression que ça n'a choqué personne que Griezmann ne soit pas Ballon d'Or, par exemple. Je dirais quand même, malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une certaine, je sais pas si c'est une clémence, mais Bah, que Griezmann, il s'est acheté une certaine paix, j'espère quand même. plus que Kylian Mbappé, qui lui, chaque fois qu'il rate des matchs, c'est vrai, est dans le, enfin, se faire prendre de volée. Mais Griezmann, ses difficultés à Barcelone, elles sont beaucoup, à tort ou à raison, et nous-mêmes ici, imputées au coach, à Messi, etc. Mm. Et on met moins en cause sa responsabilité à lui. Ouais, mais bon, enfin, j'ai pas l'impression qu'il a toujours la défense qu'il mériterait, tout simplement, des médias français, tout simplement. Mais ça, c'est un avis. Oui, après, pour en revenir à Mbappé, bah oui, il faudra qu'il s'y fasse, parce que où qu'il aille, c'est-à-dire que si en Espagne, soit Marca, il irait au Bayern, ce serait Bild, il aurait le Sun en Angleterre. Enfin, je veux dire, ce sera, entre guillemets, ce sera sa vie, ce sera son quotidien. Et de penser que c'est loin des yeux, loin du cœur avec les Français, ça se passera mieux, non, je suis pas certain, parce que il trouvera, entre guillemets, pire ailleurs. Franchement, la presse française, on peut penser ce qu'on veut, c'est-à-dire que je ne vais pas défendre ce que fait la presse française, ça serait malvenu d'être jugé parti, mais je pense qu'il y a quand même un peu plus de mesures en globalité que ce qu'on trouve souvent à Ça, l'étranger, c'est notamment certain. en Espagne ou en Italie, où on peut tout de suite partir sur des trucs beaucoup plus gonflés, montés en épingle. Donc je pense qu'il est quand même dans une relative, sinon tranquillité, cocon, parce qu'on pourrait très bien lui dire aussi, bah oui, mais finalement, Kylian Mbappé, tu joues au Paris Saint-Germain, tu fais des matchs qui ne sont pas toujours d'un haut niveau contre des clubs dans un championnat plus mineur, on pourrait remettre en cause. Personne ne remet jamais en cause ses performances et son niveau de performance, qui est exceptionnel pour un gars de son âge. Voilà, il s'est raté 3 matchs de suite en équipe de France, c'est embêtant, parce que On a ça le ne droit de le peut dire. pas arriver. Donc tout simplement, voilà, et ça va repartir. Mais je pense que, moi je le répète, je pense que c'est un coup, sur le coup de la déception. Et en effet, ça peut se transformer en coup de pression et ça va peut-être pas le desservir, comme tu l'as dit, dans ses négociations avec le PSG. De là à ce qu'il parte cet été, je suis pas sûr qu'il soit plus convaincu. Je pense que peut-être que mercredi soir, il était un peu agacé. Jeudi matin, il était agacé. S'il met un doublé contre Lille, ça ira mieux dimanche matin. Ça, on est bien d'accord. Allez, on va passer au deuxième sujet. On va rester sur l'équipe de France. Et Maxime, tu vas nous révéler en exclusivité mondiale, hein, je crois que personne l'a encore révélé, hein, l'équipe type de nos internautes. On vous a demandé de voter pour ceux que vous voudriez voir démarrer l'Euro comme titulaire en équipe de France. Vous avez fait votre 11. Il n'y a pas d'immense surprise, mais il y a quand même un petit invité qui, à mon avis, ne sera pas là. Mais Maxime, vas-y, donne-nous ce 11. Alors on va la voir tout de suite. Didier Deschamps fait souvent l'objet de critiques sur, on va dire, son immobilisme supposé dans ses choix. Bah, j'ai l'impression que les internautes aiment aussi les choix de Didier Deschamps. On va la faire simple. En gros, c'est l'équipe de France quasiment de la Coupe du Monde 2018. Loris dans les buts, une défense Pavard, Varane, Kimpembe
évidemment qui là serait titulaire, Lucas Hernandez. C'est la défense que vous avez choisie. Un milieu de terrain, évidemment, Pogba, Kanté, ce milieu qui n'a jamais perdu en équipe de France lorsque les deux ont été titularisés. Devant, évidemment, Giroud, Griezmann. Mbappé, malgré sa mauvaise passe, serait là sur un côté. Et de l'autre côté, voilà, finalement, c'est une équipe assez offensive et qui correspond un peu à ce qu'on a vu au mois de mars. Vous avez préféré Ousmane Dembélé, tout simplement, à Coman ou à Lemar de l'autre côté ou à Rabiot. Donc, c'est une équipe de France que je qualifierais d'assez offensive, voire même un petit peu courant d'air. Alors, complètement courant d'air, et moi, je vais vous le dire tout de suite, à mon avis, c'est impossible, impossible, hein, d'avoir cette équipe-là au démarrage de l'Euro face à l'Allemagne. Je reprends juste les adversaires des Bleus en phase de poule. C'est Allemagne, c'est Portugal. On les a joués 2 fois chacun depuis la Coupe du Monde 2018, et chaque fois qu'on les a joués, eh ben l'Allemagne, c'était en 2018, donc Matuidi était encore là à la Ligue des Nations. Matuidi a joué à gauche. Et le Portugal, eh ben, c'est Rabiot qui a pris la succession, et notamment avec un match énorme à Lisbonne lors de la victoire référence des Bleus. Donc, c'est dans ce système-là que l'équipe de France démarrera la Coupe du Monde. Alors, sauf, évidemment, effondrement total de je ne sais quel joueur ou alors épidémie de blessures. Mais le 11, on le connaît, ce sera Mbappé à droite et Rabiot à gauche. C'est comme ça avec Didier Deschamps. Il va pas ouvrir, il va pas déséquilibrer son équipe. C'est plutôt dans l'autre sens que ça marche toujours, et surtout face à des équipes aussi qui présentent un danger bien plus important que l'Ukraine, le Kazakhstan ou la Bosnie. Donc voilà, sauf blessure ou effondrement de Mbappé, dans ce cas-là peut-être que Dembélé prendra sa place, mais j'y crois absolument pas. Dembélé ne démarrera pas l'Euro en position titulaire, c'est impossible. Je pense que d'ailleurs Coman est peut-être encore un peu avant lui, il a démarré en Bosnie, contrairement à Dembélé, et ça ce sont des signes qu'il faut prendre en compte quand on observe Didier Deschamps. Et même si c'est ni Coman ni Rabiot, je pense que Lemar, il équilibre un peu mieux ce 11-là que Dembélé. Je pense que Mbappé et Dembélé, ça défend pas assez, simplement. C'est pas possible. C'est encore moins possible face à l'Allemagne, c'est encore moins possible face au Portugal. Donc je ne vois pas Dembélé démarrer l'Euro titulaire. Pour faire simple, moi je pense qu'il y a une seule solution pour qu'on ait Mbappé et Dembélé titulaires ensemble au début d'un match. C'est quoi ? C'est que ce soit un milieu à 3, tout simplement. Ouais. Parce que c'est l'Australie 2018. Et quand, pour le premier match d'équipe de France en Coupe du Monde, Didier Deschamps ne met pas Giroud qui est sur le côté aussi, il avait sa blessure à la tête, il met Mbappé, Griezmann et Dembélé. Mais au milieu, vous avez Tolisso, vous avez 3 types au milieu. Parce que ce qui va obnubiler, entre guillemets, Didier Deschamps, c'est à la perte du ballon, d'avoir ce 3e joueur qui peut être Lemar et qui est Rabiot, qui viennent se placer sur une ligne de 3 milieux pour bouffer un peu les espaces et mieux défendre. Ce qui ne parle pas justement aussi dans le sens de cette attaque-là, c'est l'Australie justement 2018, comme je viens de dire. Ah oui. Parce que souvenez-vous, plus que le match, c'est la causerie du lendemain qu'on avait pu voir notamment dans le documentaire des Bleus après la Coupe du Monde, oui, où on voit Didier Deschamps qui leur explique, mais les gars, faut courir, faut défendre, voilà. Et il s'est retrouvé avec une équipe qui n'a pas défendu, qui a eu du mal, qui avait gagné ce premier match à l'usure, mais qui n'avait absolument pas séduit alors qu'elle avait un boulevard. Donc Didier Deschamps, il est persuadé, et encore une fois, il y a ce match-là du Portugal d'octobre dernier qui montre que c'est toujours ce système-là le meilleur. C'est ce fameux 4-4-2 ou 4-2-3-1 asymétrique, avec un joueur qui a un profil beaucoup plus défensif, qui va venir surplacer le milieu de terrain, fermer les espaces et donner plus de liberté à ceux de devant. Donc voilà, comme tu dis, Mbappé, Dembélé, pourquoi pas, mais pas Mbappé, Dembélé, Griezmann et Giroud, parce que là, ça ferait trop de courant d'air sur les côtés. Et pour moi, cette équipe a aussi un deuxième défaut, c'est que c'est une équipe qui a besoin d'avaler les espaces. Et la caricature des matchs de mars, avec des équipes qui sont repliées sur leur but, je pense que ça peut donner des idées à d'autres, se dire, c'est peut-être ça la kryptonite anti-équipe de France, donc on va peut-être essayer de faire ça. Donc je pense définitivement que ça ne sera pas comme ça. Et Dembélé, en revanche, dans un rôle de super sub, ça pourrait être pas mal pour dynamiter. Oui, et souvenons-nous des matchs face à l'Allemagne et au Portugal, de mémoire, ces deux équipes qui avaient joué assez bas face à l'équipe de France. L'Allemagne, de toute façon, elle s'est fait avoir à l'Euro 2016 face à la France. La France avait joué sur sa ligne de but et qui s'était fait avoir en contre à chaque fois. Donc l'Allemagne, quand elle se fait avoir une fois, elle se fait pas avoir 2 fois. Hein. Et donc on se souvient du 0-0 et il me semble aussi que c'était de la victoire 2-1 avec un très bon Griezmann d'ailleurs en Ligue des Nations. L'Allemagne avait joué extrêmement bas. Et le Portugal ne s'est pas livré non plus l'automne dernier. C'était notamment le match aller. C'était un match extrêmement fermé. Il y avait eu très très peu d'espace.
Donc, c'est pas parce que c'est l'Allemagne ou le Portugal qu'il y aura plus d'espace. Ou maintenant, on sait comment battre. On sait pas comment battre l'équipe de France. On sait comment la mettre en difficulté. C'est la différence. Et on sait comment ne pas tomber dans son piège à elle. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Dembélé, ça sera pas des matchs pour lui. En tout cas, au coup d'envoi. Donc c'est pour ça que, à mon avis, vous avez beau le plébisciter, à mon avis, il va démarrer cet Euro sur le banc. Voilà. Mais il sera, a priori, ce qu'on disait, c'est un peu Ouais, 12e, pas 13e. la révélation, mais ce sera dans les 23. Lui, il a à peu près gagné sa place. Hors accident, ce qu'on ne lui souhaite pas, parce qu'il a eu assez de pépins comme ça les dernières années. Mais en gros, d'ailleurs, on parle des 23, mais ce sera peut-être les 24, les 25 ou les 26, parce que l'UEFA pourrait élargir les listes en raison du Covid. Pour ce qui est des autres, sur le... C'est dommage, Maxime, parce que si on poussait à 27, je pense que tu avais peut-être ta place. Ouais, tout juste, ouais. Alors, okay. À 27, tu avais ta place. Quatrième gardien. Ouais, ça va être peinard, hein, quatrième gardien, t'es sûr de pas jouer. Tu fais l'Euro, et puis si tu gagnes, t'as quand même... Puis ouais, t'imagines, champion d'Europe, le truc que j'imaginais pas. Le 11 juillet, j'ai jamais imaginé pour toi. Le 11 juillet, j'ai ma fiche Wikipédia avec marqué champion d'Europe. Ouais, bah on en est loin quand même. On en est loin, mais quand même. Bosse un peu. Bosse un peu, ouais. J'ai un peu de retard, mais on va essayer. T'as une condition physique à refaire. Pour aller dans les buts, ça va. C'est vrai, tu prends la place qu'il faut. Je serais en peine au milieu de terrain, je pense. Ah oui, ça je te confirme que c'est très c'est pour ça que Didier Deschamps aurait intérêt à faire un milieu de terrain à 3, pour que je cours un peu moins. Ouais, ou jouer à 13 dans ce cas-là. On finit avec Erling Haaland. Allez, Erling Haaland, son papa et son agent, Mino Raiola, sont en train de faire le tour de l'Europe, tranquillement, pendant que nous, on est confinés à la maison. Que notre périmètre de déplacement se situe à 10 km maximum, et eux font le tour de l'Europe et vont de club en club pour être séduits par Barcelone, le Real, Manchester City, United, Chelsea, Liverpool et Paris. Ces clubs-là qui veulent s'offrir au Hollande avec plus ou moins d'ardeur, j'allais dire. Maxime, on va faire un peu le tour de la question. Et on va se poser cette question finalement assez simple. Quel est le club idoine pour que Haaland s'épanouisse au mieux et progresse? Ouais. Alors avant tout, je voudrais revenir sur cette manière de faire de Mino Raiola et du papa de Haaland. J'aime bien l'idée, c'est un peu comme en NBA, d'aller être séduit entre guillemets par des équipes et de dire la garantie, on compare puisque finalement c'est pas si mal. Mais là, je me mets aussi à la place du Borussia Dortmund. Je me dis, mais l'autre, il est en train d'emmener le père de mon joueur avec qui j'ai un contrat aux quatre coins de l'Europe ça fait marchand de tapis et je trouve ça complètement dingue que ce soit autorisé. Alors c'est des ligues ouvertes, on ne peut pas faire autrement, mais dans l'absolu c'est complètement dingue, c'est-à-dire que l'autre il va arriver avec un contrat, et là il veut partir, il a ce qu'il faut. Donc je suis pas très fan du procédé, on va dire sur la forme, mais j'aime bien le fond, c'est-à-dire d'aller voir des clubs pour essayer de comparer. Maintenant, ces clubs, alors on va commencer par les deux premiers, les deux évidents, c'est-à-dire ceux chez qui Mino Raiola et Papa Haaland se sont déplacés hier, c'est-à-dire le FC Barcelone et le Real Madrid. Toi déjà, Martin, tout simplement, tu le verrais plus où, Haaland? Ah, mais moi, ce qui me semble le plus évident en fait, parce que pour moi, il y a un club parmi tous ceux qu'on a cités qui n'a pas d'avant-centre, donc il y a une vraie place à prendre. Mais ça, c'est la base, hein. Ça, c'est l'argument massue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans que le FC Barcelone ne se morde pas les doigts d'avoir laissé partir Luis Suarez. C'est le seul grand club européen aujourd'hui qui n'a pas d'attaquant de pointe. Regardez partout. Enfin, je veux dire, tout le monde est armé. C'est Barcelone, ils ont Martin Braithwaite. Ou ils ont Lionel Messi ou Antoine Griezmann qui jouent dans une position qui n'est pas la plus naturelle pour eux, donc où ils ne sont pas les meilleurs. Et s'ils ne sont pas les meilleurs à ce poste-là, ils laissent un trou ailleurs. Donc Haaland, ça remplit le puzzle, ça permet au FC Barcelone d'avoir une équipe cohérente. Donc moi c'est là-bas que je le vois en premier parce que il y a de la place tout simplement. Après il reste la question des finances. Le FC Barcelone a quand même une dette gigantesque. Est-ce que Laporta et tout ce qui charrie derrière lui, c'est-à-dire une bourgeoisie catalane qui a beaucoup d'argent qu'il a porté à la présidence du FC Barcelone, est-ce que ces entreprises-là sont capables de renflouer le FC Barcelone dans un délai très court, parce que le transfert d'Haaland, c'est dans les mois qui viennent. Ça, c'est la vraie question. Mais en tout cas, pour moi, si je suis Erling Haaland, disons, à contrat égal, je vais au FC Barcelone parce que j'ai la certitude de jouer, parce que ça reste aussi une équipe qui a, dans l'effectif, je trouve, un peu plus de promesses qu'un effectif du Real Madrid, où d'abord, il faudra se battre avec Karim Benzema et où ensuite,
je trouve que l'effectif du Real Madrid est un peu plus vieillissant. FC Barcelone, il y a beaucoup de défauts et on voit l'irrégularité actuelle, mais malgré tout, il y a des jeunes qui sont là. On rappelle que Fati va revenir notamment de blessure, Pedri, etc. Moi, j'irais au FC Barcelone. Alors, je suis assez d'accord avec toi parce que je trouve que le timing parle pour Haaland. Alors, évidemment, il y a les finances, mais je ne me doute pas que le Barça va trouver l'argent parce que c'est pas ce qui arrête ces clubs-là. La dette, ça se saurait. Pourquoi j'aime bien aussi l'idée du Barça, c'est que Messi est toujours là, mais il y a quand même quelque chose à redémarrer et à écrire. C'est-à-dire que ouais. Et à incarner aussi derrière. Ouais, voilà, exactement. Finalement, prenez le cas Neymar. Neymar, il est presque arrivé trop tôt pour incarner la suite de Messi. C'est ce qu'on a vu, c'est qu'à un moment, il s'est senti ne pas être le numéro 1. C'est aussi pour ça qu'il est parti au Paris Saint-Germain. Là, quand même si Messi paraît éternel, on est quand même plus vers la fin. Il faudra juste avoir l'assurance que Messi est prêt à couver à Haaland, le mettre sous son aile et lui donner, non pas les clés, mais de le propulser au moment donné. Ce qu'a promis, on va dire, Benzema au Real Madrid quand il en a parlé la dernière fois. Il lui a dit, s'il peut venir, moi, pas de problème, je prends sous mon aile. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur la même stature entre Benzema et Messi, mais c'est important, je pense, d'avoir cette assurance-là. Je ne sais pas si le Barça peut demander à Messi, qui est déjà et peut-être sur le départ, de faire ça, mais ça aurait de la gueule. Et en plus, le Barça ferait coup double, parce que si je ramène à Haaland, peut-être que Messi va se dire ça va peut-être le coup, on met du 109, voilà. Et dernière chose, pourquoi je le verrai aussi bien au Barça? Parce que j'ai l'impression que la destinée d'Mbappé, c'était au Real, voilà, tout simplement. Même si aujourd'hui, ça me gonfle un peu Mbappé Haaland, je me dis que ça aurait de la gueule quand même dans tu ressuscites le Ronaldo Messi finalement. Voilà, tu recycles et tout le monde y a intérêt à ça. Et comme je suis pas fan des super teams avec les deux mecs qui se mettent ensemble, là il y aura un vrai duel et ça aurait de la gueule aussi. Et même pour la Liga, ce serait parfait. Voilà, de redonner à la Liga le statut qu'elle avait il y a quelques années, ce serait formidable. Voilà. Donc j'avoue que moi aussi, si c'était en Espagne, je serais plus sur le Barça. C'est marrant parce que c'était pas forcément une destination qu'on avait vue tout de suite pour le joueur. Et finalement, ce sera peut-être celle-là. Une autre destination, alors a priori, nos amis Haaland et Raiola étaient dans un avion encore aujourd'hui pour aller cette fois à Londres et notamment rencontrer des émissaires des 4 très gros clubs riches anglais. Je l'ai fait dans le désordre: Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool. Pour moi, je vais démarrer, j'en vois un qui se dégage largement et qui aurait du sens, c'est tout simplement Manchester City. Parce que Manchester City, Agüero s'en va, ça laisse une place devant. Haaland dans le championnat d'Angleterre, je pense que ça serait un ménage absolu devant. Parce qu'en plus, il a les qualités techniques, il a les qualités physiques, il a à peu près tout pour réussir dans le championnat qui est le plus exigeant et de très loin. Liverpool, je ne sais pas pourquoi. Alors pour le coup, je ne saurais pas l'expliquer, mais je ne le sens pas trop. Je pense que ce n'est pas forcément fait pour lui. Chelsea, je pense qu'il est déjà un peu trop gros. On sait que Chelsea est un club faiseur de stars, qui aime bien prendre les joueurs en début de carrière et les faire grimper. Ils essayent de faire ça avec Werner et Havertz cette année. Ça ne marche pas encore terriblement, mais il faut le rappeler, c'est la première saison et je ne les enterrerai pas tout de suite. Mais c'est un club qui a eu cette culture-là par le passé, avec Didier Drogba notamment, qui va prendre des joueurs souvent très chers, qui n'ont pas forcément montré trop de choses au très très haut niveau et qui en font des stars. Peut-être que Haaland, il est peut-être entre les deux. Et finalement, il y a le Joker, c'est Manchester United. Alors pourquoi Manchester United? Parce que là aussi, il y a une histoire à écrire, mais j'ai l'impression que ça part de très loin. Et il y a un détail dont on n'a pas parlé. Il y a 2 détails dont on n'a pas parlé. C'est Roy Keane, et peut-être que le fils a peut-être pas envie de rendre service au club qui a mis fin, enfin au club, à un joueur du club qui a mis fin à la carrière de son papa, au moins indirectement, il y a 20 ans. Et autre chose, l'entraîneur de Manchester United est norvégien, Ole Gunnar Solskjaer. Donc moi, je serais quand même Manchester United, je demanderais à Ole Gunnar d'appeler le petit jeune pour lui dire, écoute, ici, si tu viens, on parle en norvégien, donc ça peut être intéressant. Mais je pense qu'en Angleterre, il y a quand même un épouvantail, c'est Manchester City et de très loin. Ouais, après, moi, mais je crois qu'il faut vérifier, mais je crois que Solskjaer et Haaland, je me demande s'ils n'ont pas évolué en même temps à Molde. À Molde? Ouais, je me demande. Je crois que si d'ailleurs. Je crois que donc c'est vrai qu'il y a une histoire commune entre les deux. Je pense qu'il y a trop à écrire. Il y a trop à écrire à Manchester. Il y a trop à écrire. Et puis bon, pourquoi les superstars ces dernières années, elles vont pas en Angleterre? Quand on parle de Neymar, et voilà, on en a parlé longtemps à Manchester United. Il a atterri au Paris Saint-Germain. Griezmann, on en a longtemps parlé aussi à Manchester United. Il a atterri au Barça. Messi, Ronaldo, ils sont pas allés en Angleterre. Je suis pas sûr que ce soit un championnat pour ni Mbappé ni Hollande. Voilà, parce que peut-être qu'ils sont déjà.
peut-être trop gros pour la première ligue, ou qu'en tout cas, la première ligue est peut-être trop gros pour eux. Parce que la star en première ligue, c'est la première ligue. Et on avait écrit un article là-dessus d'ailleurs, que les méga stars, les superstars, donc là on parle des 3-4 meilleurs joueurs du monde, quand ils ont ce statut-là, Hollande l'a pas encore, mais disons qu'on sait que à terme il est amené à ça. Et ils vont plus, effectivement, ils vont moins en première ligue. Mais je connais ta théorie, non, Maxime. Mais c'est pas ma théorie. Là, pour le coup, c'est une passe décisive. J'ai éliminé le gardien. Mais seul devant le but, t'as qu'à pousser le ballon. Je mets le coup du foulard et si je me plante, je la mets au-dessus et c'est la honte. Non, c'est la honte. T'as tout dit avec le marketing, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que la première ligue est un championnat formidablement marketé. On le dit, c'est la NBA du foot. Voilà, si vous voulez être une star, c'est ça. Mais elle a un petit défaut, la première ligue, c'est qu'elle est aussi beaucoup plus exigeante, et je pense que si on veut se marketer en tant que joueur, il vaut mieux jouer au Real et au Barça, parce que justement le Real et le Barça sont plus gros que la Liga, et si vous voulez gagner des ballons d'or, faire des stats à gogo, c'est une évidence, vaut mieux être au Real et au Barça, parce que le savoir-faire d'un club comme le Real, notamment pour faire gagner des ballons d'or, est exceptionnel. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo, même si évidemment je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire qu'il ne les méritait pas, mais n'empêche que le petit coup de pied aux fesses pour aider, c'était pas mal. Souvenez-vous de l'histoire des masques Ronaldo dans les tribunes, souvenez-vous des communiqués pour le vendre, voilà. Donc je pense que quand on est joueur, c'est marrant, ça doit être assez difficile de se décider. Il y a l'excitation d'aller jouer en première ligue et d'aller dans un championnat global, on va voir partout, ou d'aller jouer justement pour le Real et pour le Barça, plus que d'aller en Liga justement. Et je pense comme toi que c'est ce qui peut faire la différence, même si j'éliminerai pas, encore une fois, il faut se rappeler qu'il est norvégien, c'est des pays qui ont l'œil vraiment rivé sur la première ligue, qui sont très anglophones, et où c'est quasiment le premier championnat là-bas. Donc je n'éliminerai pas complètement la possibilité Manchester City, notamment pour Haaland. Rappelez-vous d'ailleurs qu'Haaland est né aussi à Leeds, donc c'est un petit détail, mais quand même ça peut compter. Mais encore une fois, comme toi, je pense qu'il y a quand même un avantage Real-Barça. Et nous, notre idée, c'est plutôt le Barça. Donc, s'il veut des conseils, il n'hésite pas, il vient nous voir. Nous, on prend. Nous, c'est pas Mino Raiola, mais. Attends, nous, c'est pas 10% la commission. Bon, je prends 1%, même pas. On se le partage à deux même. Allez, bingo. On enfile un petit peu à Adrien qui est derrière la caméra aujourd'hui. Parce que lui, il en a besoin. Parce que lui, il en a plus besoin que nous quand tu vois comment il se tape, le pauvre. Et enfin, il y a un dernier club qu'on ne peut jamais totalement occulter parce que lui, il a les moyens. Et pour le coup, pour les stats, c'est un club qui fonctionne bien aussi. C'est le Paris Saint-Germain, évidemment, Martin. Mais allant au PSG, ça me paraît pas gagné. Déjà, c'est difficile à imaginer aujourd'hui parce que Paris est plein. Paris est en attaque, notamment. Icardi, Neymar, Mbappé. Après, si Mbappé s'en va, ça peut être une possibilité. Je pense que Paris voudra frapper fort sur le marché des transferts. Et qu'Haaland est une possibilité. Je pense que par contre Paris a beaucoup de retard dans ce dossier-là parce qu'on sait que le Barça et le Real, ils ont pris de l'avance parce qu'il y a un projet à construire tout de suite. Donc Paris, c'est peut-être, il y a un astérisque aujourd'hui sur Paris, mais j'ai du mal à l'imaginer aussi parce qu'il y a des avances-centres quand même au Paris Saint-Germain. Et puis parce que si Haaland veut être la star de demain du club dans lequel il va signer, Neymar il est jeune quand même, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo. Donc il y a quelque chose qui va pas. Il y a un mariage qui n'est pas naturel pour moi. Ouais, et puis comme tu l'as dit, il y a le calendrier qui ne parle pas pour le PSG, c'est-à-dire que ça serait une solution d'échange, un départ de Mbappé, mais tant que Mbappé ne dit rien, le PSG ne peut pas vraiment avancer ses pions, parce que si le PSG avance ses pions, ça veut dire que Mbappé part, et vice-versa. Donc je pense en effet que le Paris Saint-Germain n'est pas une piste sérieuse, d'ailleurs c'est une piste qui ne revient jamais. Et il faut se souvenir du petit chambrage entre Haaland et le Paris Saint-Germain. Tout à fait. C'est anecdotique, mais malgré tout. Oui, parce que le PSG a oublié Neymar après la remontada, ça ne les a pas dérangés pour le faire venir. Oui, c'est vrai, exactement. Bon, on en a terminé, Maxime. On a terminé. Voilà, on remercie Maxime, évidemment, avant tout, et en premier lieu, parce que c'est mon chef, et si je le fais pas, c'est dans mon contrat. Dans mon contrat, c'est marqué CDI Eurosport, et en dessous, c'est marqué rédacteur, et en dessous, c'est marqué doit remercier Maxime Dupuis en premier et devant tout le monde à la fin de chaque Stream Team. Sinon, je perds 20% de mon salaire. Sachez-le. Déjà que Maxime me paye une misère, c'est lui qui décide. Donc, en plus, ça m'enlève 20% de mon salaire. Donc, imaginez un petit peu. Merci à qui d'autre Adrien. Merci. Adrien Yo qui est derrière la caméra et Anaïs Matkowski qui cette semaine remplace Quentin Guichard au visuel. Quentin Guichard qui, m'a-t-on dit, a pris des vacances, ce qui me paraît un peu bizarre. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast et les mauvaises, et vous nous mettez des cœurs, et vous nous mettez des j'aime, et vous nous mettez des commentaires, parce que
Ça permet à Maxime d'avoir un confinement un peu plus serein. Comme ça, il est beaucoup plus gentil avec sa femme et avec sa fille. Donc, si vous ne le faites pas pour nous, si vous ne le faites pas pour lui, Faites-le faites-le elle. pour sa famille. Voilà, exactement. Facebook pour l'intégrale aussi, l'intégrale de l'émission et les meilleurs moments de l'émission sur eurosport.fr. Maxime, tu voulais rajouter quelque chose? Non, absolument rien, j'allais dire au revoir. Ah non, je t'ai vu lever le doigt comme un bon élève, mais c'était pour rien dire en fait. Je sais plus. Non, je sais plus. Maxime, alors oui, aussi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'âge avance et la mémoire décline. Donc Maxime, de plus en plus dans cette émission, il va avoir quelques moments d'absence. Mais Alors je vais vous demander d'être indulgent, tout simplement. On est tous dans cette galère, mais ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que comme c'est lui le patron, c'est lui qui décide qui va dans l'émission. Il y a personne avant qui va dire non, Maxime, là, t'es complètement dément. Et puis je m'en fous parce que et puis je m'en fous parce que je me rappelle plus 2 minutes après. Exactement, exactement. Voilà, c'est cercle vicieux. Donc, vous comme moi, il va falloir se continuer jusqu'au bout. Je suis désolé, mais donc ce sera facile pour personne. Et on connaît pas la ligne d'arrivée encore. Et on la connaît pas. Je pense qu'elle va pas tarder à arriver quand même, hein, quand je te vois, Maxime. Mais tu rigoles, mais imagine la semaine prochaine. Ce serait compliqué l'émission. Mais arrête, Maxime, arrête. Oh, dis donc. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, avec Maxime. En tout cas, on espère. Et on vous souhaite une bonne semaine d'ici là. Ciao, ciao. Salut.